Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. Ce matin, on va parler de protection sociale et URSSAF, qui sont des sujets qui, j'imagine, vous passionnent. Et pour ce faire, on reçoit ce matin Nelly. Nelly, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et tous. Alors, effectivement, on va avoir l'opportunité ensemble d'évoquer des sujets de protection sociale et URSSAF ce matin. Alors, pour ma part, il en faut bien, moi je suis une passionnée de ces sujets. Donc, Nelly Jean-Marie, je suis avocate associée au cabinet Avanti. Au cabinet Avanti, on est spécialisé sur toutes les questions de rémunération et avantages sociaux et on pratique tous les droits afférents à cette matière, que ce soit le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, et notamment sur l'aspect optimisation URSSAF, suivi des contrôles URSSAF, le droit fiscal attaché aux rémunérations, le droit des sociétés, le droit des assurances pour les assurances collectives de salariés, santé, prévoyance, retraite. Donc voilà, nous, on a plutôt une spécialité matière-produit, qu'une spécialité réellement en tant que droit pris isolément. On a pour habitude de dire qu'on fait finalement une spécialité généraliste. On est actuellement 40 au cabinet à pratiquer la matière. Et donc voilà, moi, je suis une des avocates associées. Et donc, j'aurai l'occasion de co-animer, si Damien y arrive, co-animer ce webinaire en présence de Damien Virabaron, président de GEREP. Voilà. Donc, si Damien nous rejoint, effectivement, il y aura une co-animation. Sinon, Nelly, je vais te laisser directement prendre la main sur le sommaire de cette présentation et nous expliquer les sujets que tu vas aborder. Parfait. Alors, on a sélectionné, l'actualité est extrêmement dense et encore, on traite une actualité qui est hantée élection présidentielle et qui donc sera encore plus dense dans les semaines et mois à venir. Donc, c'est l'occasion de faire le point sur les quelques sujets qu'on a identifiés et qui nous paraissent importants à ce moment de l'année. Donc, le premier sujet, c'est le sujet de la mise en conformité des catégories objectives. Qui concerne les régimes de prévoyance de santé et de retraite d'entreprise, donc catégorie objective. Le deuxième, c'est la question de la gestion du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail. C'est un sujet qui peut paraître anecdotique, mais qui a effectivement été extrêmement complexe à gérer au début de la crise sanitaire. Donc, on a maintenant des règles qui sont à peu près bien établies et auxquelles il faut se conformer. Actualité très récente, enfin, un troisième point sur la refonte du BOSS, dont l'acronyme fait sourire, bulletin officiel de la sécurité sociale, et qui comporte depuis tout récemment une rubrique dédiée à la protection sociale complémentaire, qui a pris quand même plus d'un an à apparaître. Le BOSS est en vigueur depuis avril 2021 et la fiche PSC, protection sociale complémentaire, est parue il y a quelques jours. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Et enfin, un panorama jurisprudentiel, réglementaire, qu'on traitera en fonction du temps qui nous reste. C'est des sujets un petit peu accordéon, mais pour pouvoir attirer votre attention sur quelques éléments nouveaux qui nous ont paru significatifs. Donc, on va pouvoir démarrer. Et oui, je vois une question. Le support sera probablement disponible. En tout cas, moi, je ne m'y oppose pas. Il sera disponible à la fin de la présentation. Sur les catégories objectives. Alors, les catégories objectives, pourquoi c'est un sujet? Alors, pour ceux qui ont eu le plaisir de s'intéresser à cette question, les régimes de protection sociale complémentaire doivent être mis en place dans les entreprises en respectant plusieurs conditions pour bénéficier de l'exonération URSSAF. Et parmi ces conditions, il y a ce fameux caractère collectif. On retient le caractère collectif, le caractère obligatoire. Et dans le caractère collectif, c'est simplement de dire que quand on fait un régime catégoriel, eh bien, on doit respecter certains critères qui sont fixés par la réglementation. Depuis 2012, les règles étaient à peu près stables. On avait un décret du 9 janvier 2012 qui fixait la règle avec 5 critères que l'on pouvait utiliser. Mais parmi les deux premiers critères, c'était les critères cadre-non-cadre et les critères tranche de rémunération, eh bien, on avait des référentiels qui étaient propres à l'AGIRC et à l'ARCO. Je pense que ça n'échappe à personne autour de cet événement. Il y a une fusion des régimes AGIRC-ARCO de telle sorte qu'il n'y a plus des spécificités AGIRC d'un côté et des spécificités ARCO de l'autre. On a un unique régime AGIRC-ARCO applicable à tous les salariés depuis le 1er janvier 2019.
Et donc, cette fusion a rendu obsolète un certain nombre de référentiels qu'on avait dans les critères objectifs antérieurs, et notamment sur le critère 1, il y avait des références, vous savez, aux articles 4, 4 bis, 36. Et ça, c'était en référence à la CCN AGIRC de 1947. Pour mémoire, les articles 4, c'était véritablement les vrais cadres, les cadres AOC. Et puis les 4 bis, les 36, c'était en fait des non-cadres, mais qui étaient assimilés en raison d'un certain niveau de fonction dans l'entreprise. Alors autrefois, c'était fonction des arrêtés parodies, avec des coefficients, à partir du coefficient 300, on était 4 bis, et à partir du coefficient 200, on était 36. Et donc ça permettait, cette assimilation permettait à certains non-cadres d'être assimilés aux cadres, notamment pour le bénéfice des régimes de prévoyance. Donc, comme il n'y a plus la CCN AGIRC de 47, eh bien, ces référentiels sont devenus obsolètes et ils ont vocation à disparaître. Et c'est justement le décret du 30 janvier 2021 qui a procédé au remplacement de nouvelles références en s'inspirant tout simplement des nouvelles définitions qui sont données dans la 17. Et donc voilà, il y a une transition entre les anciennes références 4, 4 bis 36 à mettre en œuvre pour les remplacer progressivement par les nouvelles références 2.1, 2.2 et des assimilés cadres qui devront faire l'objet d'un agrément spécifique par l'APEC. Donc je pense que Damien a réussi à nous rejoindre. Bonjour Damien. Bonjour Damien. Oui, bonjour tout le monde. Excusez-moi, les plaisirs de la technologie. On a beau être très digital et agile, il y a toujours des surprises de dernière minute, des mises à jour de firewall, voilà, qui bloquent les accès. Ce sont les aléas du direct. Exactement. Damien, est-ce que vous souhaitez dire peut-être un petit mot introductif avant que je continue à dérouler les aspects très techniques de l'intervention ? C'est peut-être que vous étiez présenté, donc on va pas reprendre dès le départ, mais par correction vis-à-vis des participants, Christophe, si vous le permettez, je peux peut-être juste me situer. Oui. D'accord, donc la société GREP, c'est une société indépendante de 70 collaborateurs qui est au service des entreprises pour gérer et les accompagner concernant les programmes sociaux. Donc ça veut dire côté GREP des fortes expertises sur la technique, l'actuariat, le juridique, la communication sociale, négociation paritaire, négociation avec les assureurs. Voilà, c'est quelques expertises clés dans notre profession. Et c'est aussi une mise à disposition d'une plateforme très digitalisée et agile sur les aspects de gestion de prestations en frais de santé comme en prévoyance. Et effectivement, il nous a semblé opportun de faire ce webinaire d'actualité juridique. Alors, quand on parle d'actualité juridique en protection sociale, malheureusement, on met souvent /URSAF. C'était le titre du webinaire, parce que c'est effectivement très lié et c'est pour ça que c'était intéressant de faire un 360 rapide avec Maître Nelly Jean-Marie sur l'actualité de la protection sociale. On est face à un temps mort 2022 du fait des élections présidentielles. Néanmoins, l'actualité reste riche et dense. Il y a toujours, c'est un peu comme à la Samaritaine, les régimes sociaux dans les entreprises, il se passe toujours quelque chose. On sort d'un contexte de protection sociale de ces 2 dernières années, qui, comme toutes les industries, ont été impactées par la crise du Covid. Donc, soit sur la consommation médicale avec une décroissance forte de cette consommation en 2020, mais aussi des choses positives comme la montée en charge de la téléconsultation, des consultations psy, des choses moins négatives avec l'augmentation de l'absentéisme, qui est une constante qu'on connaissait déjà et qu'on avait constaté il y a quelques années, notamment l'absentéisme cadre et l'absentéisme des jeunes. Et puis, il y a eu les impacts des réformes, alors de 2017 pour le coup, des engagements de présidentiels il y a 5 ans, sur le 100% santé en optique, en dentaire. Un impact extrêmement significatif sur le dentaire, puisqu'aujourd'hui, plus de la majorité des soins en prothèse dentaire passent par les paniers. C'est-à-dire les prix qui sont encadrés. Pas d'impact sur l'optique, parce qu'il y avait déjà la préexistence
de réseaux de soins qui avaient beaucoup travaillé les tarifs. Donc voilà, quelques points clés. Et ce qu'on peut dire en dernier point clé sur le contexte de protection sociale complémentaire, c'est le rapport HCAM, vous en avez peut-être entendu parler l'année dernière, et cette notion de grande sécurité sociale que le ministre de la Santé voulait pousser et qui consistait à nationaliser l'ensemble de l'environnement des complémentaires santé. La dynamique de l'épargne retraite, épargne salariale autour de la loi Pacte, qui amène beaucoup de souplesse pour les entreprises et les salariés dans la constitution de retraite sur complémentaire par rapport au régime sécurité sociale à ARCO-Agirc. Donc voilà à peu près le contexte sur ces 2 dernières années qui vous situe qu'il y a quand même pas mal de matière. Et tout ça évidemment dans un environnement propre à l'économie nationale et mondiale, où on a eu un recours massif au chômage partiel en 2020 et 2021, des notions de guerre de talent. Aux États-Unis, on parle même de grandes démissions, la pression sur les NAO liée à l'inflation, et puis tout ce qui concerne le post-Covid avec la rupture de la supply chain et malheureusement maintenant la guerre en Ukraine. Donc tous ces aspects-là, en fait, font que les sujets de protection sociale, les régimes de prévoyance, de santé, de retraite, redeviennent des points importants, sortent de la simple contrainte réglementaire qu'on a connue ces dernières années et redeviennent des points extrêmement importants dans la valorisation de la marque employeur pour la fidélisation et le recrutement des collaborateurs. Voilà, excusez-moi pour être arrivé un peu tard, je le fais très très vite, mais comme ça je vous rends l'antenne Cognac Jet. Donc Nelly, je vous permets comme ça de continuer effectivement ce tour d'horizon d'actualité juridique. Parfait, parfait. Merci Damien. Merci Damien. Donc effectivement, j'expliquais la transition entre les anciennes références 4 bis 36 vers les nouvelles références auxquelles vous serez très vite tout autant familiarisés, 2.1, 2.2 et les fameux agréments qui seront donnés à l'avenir par la PEC selon les branches qui procéderont à une refonte de leur classification. Et si jamais certaines branches souhaitent, et aujourd'hui on en dénombre à peu près 5, si mes souvenirs sont bons, alors dans des secteurs assez spécifiques, notamment les prothésistes dentaires, la coiffure, voilà, il y a 5 secteurs qui ont déjà procédé à une refonte de leur classification et qui permettent voilà, d'identifier à quoi correspond aujourd'hui dans les nouvelles définitions les fameux anciens articles 4 bis ou 36. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour les actes de mise en place? Alors, vous avez également autre chose, je vous avais dit qu'il y avait 2 critères. Il y a le critère cadre non-cadre qui est impacté par la fusion Agirc-Arrco et il y a aussi le critère de tranche de rémunération. Donc autrefois, on avait côté Agirc la TAT-BTC, côté Arco, on avait la T1-T2. Et avec la fusion Agirc, vous savez qu'on n'a plus que 2 tranches, une T1 et une T2, la T1 de 0 à 1 pass et la T2 de 1 à 8 plafonds de la sécurité sociale. Donc là aussi, les règles en matière de catégorie objective ont évolué et le critère 2 maintenant peut s'exprimer en fonction tout simplement des multiples du plafond de la sécurité sociale. Alors pas tous les multiples, ce sont les multiples que vous voyez là, 1, 2, 3 et 4. Et puis le 8e, avec une interdiction, c'est un recours qui était néanmoins limité puisqu'on ne peut pas définir une catégorie au-delà de rémunération supérieure à 8 plafonds de la sécurité sociale. Autre chose qu'il faut avoir à l'esprit, et c'est en lien avec l'actualité également du BOSS, du bulletin officiel de la sécurité sociale, c'est que l'administration maintient sa position sur la façon de recourir à ce critère numéro 2, au sens où on pourrait l'utiliser que pour couper une fois et créer 2 catégories. Autrement dit, je peux retenir par exemple le seuil de 4 passes et faire une catégorie des salariés qui ont une rémunération inférieure à 4 passes et une autre catégorie dont la rémunération est supérieure à 4 passes. À en croire l'administration, on ne pourrait pas démultiplier les catégories en disant, par exemple, j'ai une catégorie de 1 à 2 plafonds, puis de 2 à 4 plafonds, puis de 4 à 8 plafonds. On ne pourrait pas faire ce type de découpage. On découpe une seule fois et on identifie une catégorie finalement de part et d'autre du seuil. Donc voilà pour les 2 critères qui ont évolué suite à la fusion Agirc-Arrco via ce décret du 30 juillet 2021.
Et comme tout type de réforme comme cela, un peu technique, on a bien sûr une application dans le temps qui fait l'objet d'un calendrier spécifique avec une période transitoire. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour tous les régimes qui étaient préexistants au 1er janvier 2022, qui est la date d'entrée en vigueur officielle du décret, mais pour tous les régimes qui étaient préexistants au 1er janvier 2022 et qui faisaient référence aux anciens 4 bis 36, eh bien, ils vont pouvoir bénéficier d'une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, tous les régimes préexistants, finalement, sont relativement tranquilles, disons, jusqu'au 31 décembre 2024. Nelly, ça va être, tout ceci va être, les entreprises vont attendre que les conventions collectives évoluent, en fait, pour passer le cap. Tout à fait. Alors, il y a deux écoles. Il y a quand même pas mal d'entreprises qu'on a, nous, accompagnées, qui, pour des raisons X ou Y, devaient de toute façon revoir certaines caractéristiques de leur régime. Et là, on en a profité déjà pour faire des mises à jour, étant précisé que pour des catégories, par exemple, de cadres AOC, comme je disais tout à l'heure, c'est pas tellement compliqué de faire la correspondance entre l'ancien article 4 et le nouvel article 2.1. Ouais. Là, on n'est pas obligé d'attendre la négociation de branche. En revanche, c'est à peu près la même, il y a une toute petite subtilité, mais c'est à peu près le même constat pour des entreprises qui avaient des régimes 4 bis. Là, on peut retrouver les correspondances 2.1, 2.2. Il y a un tout petit débat sur le 2.2, mais je ne rentre pas dans le détail, on n'a pas le temps. Mais disons que pour certaines entreprises, on a pu faire la mise à jour déjà aujourd'hui, sans forcément attendre la négociation de branche ou sans forcément attendre le 31 décembre 2024. Maintenant, voilà, notamment pour des régimes où il y a les 36, où c'est plus compliqué, parce que ça suppose des agréments de la PEC qui ne sont pas encore parus, comme je vous le disais, on n'a aujourd'hui que 5 branches qui se sont prononcées sur le sujet. Là, pour le coup, d'où l'intérêt de cette période transitoire, qui a été créée pour ça, de l'aveu même du pouvoir réglementaire, c'est pour donner le temps aux branches de revoir leur classification et de redire à l'ensemble des différents secteurs, de redire qui correspond au 2.1, au 2.2 et surtout les autres par assimilation en mode ancien article 36. Et donc, cette tolérance, elle se retrouve également parce que la question s'est posée pour des entreprises nouvellement créées, qui donc n'étaient pas dans l'antériorité des régimes préexistants, pour des entreprises nouvellement créées. Mais comment elles font pour se raccrocher immédiatement, notamment s'agissant des 2.2 et des agréments APEC? Elles, on leur donne la possibilité, à titre exceptionnel, de continuer à faire référence aux anciennes définitions, 4 bis 36. Donc, très précisément, ça me permet de faire la transition sur cette tolérance. Donc, voilà, c'était quelque chose qui était attendu. Et pour les entreprises qui sont créées post 1er janvier 2022, elles peuvent continuer à se référer aux anciennes définitions, le temps que la branche se mette en ordre de marche. Alors, point d'attention. En revanche, si l'entreprise touche à la catégorie bénéficiaire pendant le temps de la période transitoire, elle est supposée alors se mettre immédiatement en conformité. C'est du bon sens. Si on prend le temps de revoir la catégorie bénéficiaire, on se raccroche tout de suite aux nouvelles définitions. Il y a eu un tout petit débat s'agissant, alors c'est le deuxième sujet sur la suspension des contrats de travail. Il y a beaucoup d'entreprises, par la force des choses, ont dû mettre à jour leur clause sur la suspension du contrat de travail. On sait que certains cabinets, voilà, que certaines positions, disons, ont été amenées, ont conduit à considérer que si on modifiait les clauses sur la suspension du contrat de travail, alors on perdait le bénéfice de la période transitoire. Ce n'est pas du tout notre analyse, puisqu'on peut très bien se mettre à jour sur les hypothèses de suspension de contrat de travail sans changer fondamentalement les catégories éligibles au dispositif. Donc, c'est véritablement que si on modifie la catégorie bénéficiaire, que là, il faut immédiatement faire référence aux nouvelles définitions. Et enfin, une chose est sûre, au 1er janvier 2025, donc à l'issue de la période transitoire, tous les nouveaux régimes devront être mis en conformité avec les nouvelles définitions, en espérant que la plupart des branches à ce moment-là aient fait le travail de correspondance. Donc voilà pour ce sujet. J'enchaîne puisque je vois que le temps file quand même assez vite. Oui, petit point, effectivement, Nelly, par rapport au thème que vous allez introduire, on est effectivement sur la continuité de ce qui s'est passé aussi en 2020, où dans l'urgence, le gouvernement a passé un certain nombre de lois à travers la loi urgence qui face au confinement, face au chômage partiel,
est venu organiser de façon temporaire des maintiens de garantie pour ces populations de collaborateurs qui se retrouvaient en chômage partiel. Et ce dont vous allez nous parler maintenant, c'est effectivement la continuité de cette loi urgence qui s'exprime de façon pérenne sur les régimes d'entreprise et qui nécessite de fait aussi des adaptations. Tout à fait. En fait, effectivement, avec la crise sanitaire, il y a eu une explosion de situations de suspension de contrats de travail qui étaient liées au chômage partiel, / activité partielle pour le nom officiel. Et c'était un phénomène tout à fait inédit. On a eu, je crois, au top niveau, le record de personnes en activité partielle a frôlé les 8 millions, 9 millions de personnes qui étaient au plus fort de la crise en activité partielle. Donc, ça a généré autant de cas de suspension de contrat de travail pour lesquels, finalement, les règles n'étaient pas prévues sur la façon de gérer ces suspensions. C'est bien simple. Quand on voit avant, il n'y avait aucune disposition légale réglementaire. On avait simplement une doctrine de l'administration qui fonctionnait relativement bien, hein, mais c'était une doctrine de 2009 et qui, elle, n'appréhendait pas du tout le cas de l'activité partielle. Aujourd'hui, on dénombre, alors là, vous avez qu'un échantillon, mais on dénombre pas moins d'une dizaine de positions, de textes, de lois, d'instructions qui sont intervenus sur ce sujet spécifique de la suspension des contrats de travail. Et c'est un sujet qui a été encore repris dans le BOSS, on y reviendra, mais dans le BOSS avec une entrée en vigueur au 1er juillet 2022. Ce qui nous intéresse tout particulièrement ici, c'est qu'on a dans l'instruction, alors plus particulièrement l'instruction du 17 juin 2021, un certain nombre de précisions qui ont été apportées et qui sont supposées faire l'objet de mise en conformité par les entreprises. Il y a un calendrier très précis qui a été précisé par cette instruction du 17 juin 2021 et qui porte notamment un message qui est assez clair et qui est de dire qu'à partir du moment où on a une période de suspension qui fait l'objet d'une indemnisation, alors il faut impérativement maintenir les garanties, le maintien des garanties de protection sociale. Alors, prévoyance santé, la retraite est mise de côté, mais prévoyance santé, alors c'est obligatoire. Sur la définition des périodes concernées, c'est là où on a une évolution. Autrefois, on avait classiquement la maladie, l'accident, la maternité. Et maintenant, on a l'ajout, et on doit les ajouter dans les actes de mise en place, dans les DIE, dans les accords collectifs. On a l'ajout des périodes d'activité partielle. Alors, activité partielle classique, activité partielle de longue durée, et toute forme finalement de congé rémunéré par l'employeur. Alors, ça peut être les exemples sont cités, mais ils ne sont pas exhaustifs. Congé de reclassement, congé de mobilité. À partir du moment où où le salarié est concerné par l'une de ces périodes de suspension, eh bien, il est dans le champ de ce maintien de garantie obligatoire. Deuxième précision sur les modalités d'indemnisation qui sont visées. Autrefois, on avait classiquement la référence au maintien total ou partiel de salaire de la part de l'employeur, aux indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées dans le cadre des contrats d'assurance. Et là aussi, on a un ajout qui ne figurait pas dans l'ancienne doctrine, c'est le fait que ce soit tout type de revenus de remplacement versés par l'employeur et qui doivent être pris en compte pour le coup, pour les garanties frais de santé et prévoyance, afin d'éviter que ces personnes ne soient pas couvertes pendant ces périodes-là. Donc ça, voilà comment les cartes ont été rebattues sur ce sujet. S'agissant de la retraite supplémentaire, il y a un peu plus de flexibilité. On peut choisir de maintenir ou non, notamment pour les hypothèses d'activité partielle. Le constat, je pense que vous me rejoindrez Damien, c'est de se dire finalement pour quelques mois d'activité partielle, si on a un défaut de cotisation de retraite, c'est pas ça qui va changer fondamentalement la pension de retraite que l'on va avoir à l'issue, tandis que pour la prévoyance et la santé, il était hors de question que les personnes ne soient pas couvertes en particulier pendant cette période de crise sanitaire Covid. Donc, c'est tout à fait ça, parce qu'effectivement, une absence de couverture fait qu'en cas de décès, il n'y a pas de règlement de capitaux ou en cas d'arrêt de travail, il n'y a pas d'indemnisation. Alors que sur la retraite, sur des durées de cotisation qui sont de plusieurs années, l'impact d'un chômage partiel est quasi nul. Voilà. Et ce qui est important, Nelly, c'est effectivement maintenant pour les entreprises, quels sont les impacts de cette évolution. Parce que là aussi, la réglementation a posé quelques contraintes, malheureusement, j'allais dire, sur des délais assez courts en fonction des actes juridiques qui ont été mis en place au sein des entreprises.
et vous pouvez peut-être nous expliquer quels sont ces délais et ce calendrier à respecter. Alors, juste un mot, c'est vraiment le slide suivant, la question du calendrier. Juste un tout petit mot pour que vous l'ayez à l'esprit. Il y a des contraintes, mais il y a aussi des précisions, voire même des tolérances, on va dire, qui ont été introduites et qui permettent, par exemple, s'agissant de la répartition du financement que l'on souhaite faire pour des personnes qui sont en suspension de contrat de travail, on a la possibilité, si on le souhaite, et on a eu des dossiers en commun, Damien, en ce sens, pendant la crise sanitaire, si l'employeur souhaite, par exemple, prévoir une répartition plus favorable pour des salariés en activité partielle ou, par exemple, pour des salariés en congé de reclassement. C'est parfois des éléments assez forts dans la négociation de plans sociaux, de plans économiques. Donc, on a cette possibilité de prévoir des répartitions différentes. Alors là, notre recommandation, c'est là où il y a quand même une contrainte, c'est quand même de formaliser cette répartition différente, parce que le financement pour bénéficier des exonérations doit être bien formalisé. Et sur l'assiette des cotisations, même chose, on a une série de précisions qui sont apportées. Quand on est sur une base forfaitaire, par exemple, si c'est pourcentage du PMSS, pas d'incidence particulière. En revanche, si l'assiette des cotisations était le salaire, par exemple, bah, ça pose une difficulté quand on ne perçoit pas un salaire, mais un revenu d'activité partielle. Là, on a une précision qui nous dit, finalement, c'est l'indemnisation qui est versée qui, par principe, va constituer l'assiette sur laquelle on va continuer de précompter les contributions santé-prévoyance. Et avec une possibilité, si on le souhaite, de faire des reconstitutions d'assiettes, de prévoir des assiettes dérogatoires. Donc ça, c'est les choses que l'on peut faire pour gérer ces suspensions de contrat de travail. Et les choses que l'on doit faire, c'est effectivement ce fameux ce calendrier de mise en conformité. Alors, quand l'instruction de juin 2021 était parue, ça paraissait pas forcément insurmontable, mais là, les échéances se rapprochent quand même très sérieusement, puisque, alors, s'agissant des contrats d'assurance, donc c'est pas à l'entreprise de le faire, mais s'agissant des contrats d'assurance, normalement, les organismes assureurs devaient mettre en conformité leurs contrats au 1er janvier 2022. Il y a eu une tolérance pour que ce soit reporté au 1er janvier 2023, à condition néanmoins que l'assureur envoie un courrier à l'employeur qui vienne confirmer la mise à jour à venir. Ce qui impacte véritablement les entreprises, pour répondre à la question de Damien, c'est cette échéance au 1er juillet 2022, donc autant dire que c'est quasiment demain, et qui suppose de mettre en conformité toutes les décisions unilatérales de l'employeur, toutes les DIE qui formalisent les régimes de prévoyance santé, retraite. Eh bien, tous ces régimes doivent être mis en conformité au 1er juillet 2022. C'est l'échéance qui est fixée par l'instruction de 2021. Donc, il y a quand même, nous, un bon nombre d'entreprises, en tout cas, que l'on accompagne, qui sont soit mises en conformité, soit en voie de l'être. Mais il faut l'avoir à l'esprit, étant précisé que la DIE, c'est un mode de mise en place spécifique. C'est l'employeur qui a la latitude pour le mettre en place et pour le modifier. En revanche, il faut le communiquer à chaque salarié intéressé. Donc, il y a toute une procédure d'envoi à chaque salarié intéressé qui, à la différence des accords collectifs, voilà, suppose un process et une mise en œuvre légèrement plus, on va dire, plus complexe pour les entreprises. Donc voilà, pour les entreprises qui seraient en accord collectif ou en accord référendaire, elles ont, elles, beaucoup plus de temps. Là, c'est le temps de la négociation qui a été pris en compte par les pouvoirs publics. Donc, elles ont jusqu'au 1er janvier 2025. Mais c'est vrai que quand on met en rapport les deux actualités qu'on a déjà abordées là ce matin, donc catégorie objective, suspension du contrat de travail, il y a quand même un fort mouvement de mise en conformité, nous, qu'on a constaté et qu'on a accompagné en vue de l'échéance du 1er juillet 2022 pour faire finalement une pierre deux coups. Ben, c'est effectivement nécessaire. On peut le traiter parce que c'est une mise en conformité qui est très administrative. Le point principal, c'est quand même que la couverture soit acquise côté contrat d'assurance. Et ça, c'est effectivement important. C'est dommage qu'il y ait cette obligation parce que qui dit décision unilatérale ou révision d'accord collectif dit forcément discussion potentiellement avec les partenaires sociaux, information du CSE et informer qu'on n'est que sur des points d'application administrative quelque part, c'est un peu dommage parce que ça fait perdre forcément un peu de force à cette communication paritaire. Mais ceci dit, on ne peut pas y échapper.
Donc, il y a il y a des process qui sont en place, effectivement, pour accompagner les entreprises dans cette conformité 1er juillet. Et vous l'aurez compris, 1er juillet, c'est demain matin. Alors, on avance, hein, le rythme est soutenu. Oui, peut-être, Nelly, sur le BOSS, peut-être rentrer sur les aspects qui peuvent concerner directement les entreprises, parce que le BOSS, vous allez nous expliquer ce que c'est, mais ça va concerner effectivement beaucoup aussi les techniciens de la protection sociale, je vais le dire comme ça, les juristes. Si vous pouvez peut-être zoomer uniquement sur quelques points clés qui peuvent concerner un peu plus directement la pratique dans les entreprises plus que la pratique assurantielle. Alors, pour le BOSS, effectivement, la question que vous posez, Damien, est pas évidente, puisque le BOSS, en fait, l'ambition que s'est fixée l'administration, la direction de la sécurité sociale, c'est de refondre intégralement sa doctrine, et on sait que sa doctrine était extrêmement fournie. On avait des courriers, des instructions de l'ACOS, des lettres circulaires, des lettres ministérielles. On avait tout un florilège de différents types de textes au cours des 20 dernières années, qui étaient finalement assez disparates et qui rendaient assez peu lisible finalement quelle était la position de l'administration, quel était le contenu qui était juridiquement opposable, quel était le contenu qui était juste finalement incitatif. Et donc l'ambition que s'est fixée déjà pour expliquer un peu ce que c'est cet outil, c'est finalement de tout centraliser à travers une même plateforme. Et déjà ça, c'est une avancée pour les entreprises. Rien que ça, c'est une avancée pour les entreprises, puisque, et l'outil, alors j'ai eu, pas plus tard qu'hier, une question un peu, l'outil fonctionne, vous tapez boss.gouv.fr ou boss.fr et vous tombez immédiatement sur un site qui est assez bien conçu et dans lequel on retrouve 6 grandes thématiques que vous voyez à l'écran, donc sur les règles d'assujettissement, sur la façon de gérer les avantages en nature, les frais professionnels, sur les indemnités de rupture, les allègements, les exonérations. Il y a une fiche effectivement spécifique protection sociale complémentaire, j'y reviendrai rapidement, puis une autre fiche dédiée aux mesures exceptionnelles. Ça, rien que ça déjà, c'est une vraie avancée pour la lisibilité des positions de l'administration. Et l'autre avancée très significative, c'est qu'à la différence du passé, tout le contenu qui figure dans le BOSS est opposable aux URSSAF. Et ça, c'est un point très important, c'est qu'on n'a plus cet effet finalement un peu, parfois un peu une forme de piège. C'est certaines instructions, et nous on l'a vu dans des contentieux, certaines instructions auxquelles s'étaient confortées les entreprises, quand elles allaient devant le juge pour dire mais écoutez, je me suis conformée à l'instruction ACOS, pourquoi suis-je redressée, le juge disait désolé, c'est pas du droit opposable, puisque ça remplit pas telle et telle condition de publication, et donc l'entreprise était quand même redressée alors qu'elle s'était conformée à une position, on va dire, officielle. Là, le bulletin officiel de la Sécurité sociale, tout ce qui est contenu dans ce bulletin, c'est opposable aux URSSAF. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement s'y conformer si on constate qu'il y a des écarts avec la loi, avec la réglementation. Mais rien que ça, c'est une avancée extrêmement importante. C'est très compliqué, là, sur un format de 45 minutes, de vous dire quelles sont les mesures qui... et en plus, ça va dépendre des secteurs, par exemple. Il y a une avancée très significative s'agissant de la déduction forfaitaire spécifique, la DSFS, pour les entreprises qui ont recours à cette DFS, donc, qui est une façon finalement de gérer beaucoup plus simplement les frais professionnels pour les secteurs qui sont concernés, donc notamment dans le BTP, dans le secteur de la presse. Finalement, dans tous ces secteurs, il peut y avoir beaucoup de frais engagés, dans le secteur des transports routiers également. Eh bien, les avancées, alors ce n'est pas tellement une avancée, si jamais on a des personnes autour de cet événement qui sont concernées, nous diront que c'est plutôt un retour en arrière. On a des contraintes spécifiques, alors qu'il faut malgré tout prendre en compte. La DFS, c'est un vrai sujet, par exemple. Les indemnités de rupture, on a pas mal de clarifications qui aident justement à bien appliquer le bon traitement social pour éviter, c'est un sujet qui fait régulièrement l'objet de contentieux URSSAF, les indemnités de rupture, le traitement des indemnités de rupture. Là, on a des précisions, des fiches qui sont relativement bien faites. Alors, il y a toujours des choses à redire, mais qui sont relativement bien faites. Et pour la protection sociale complémentaire, là, on a effectivement toute la doctrine des 20 dernières années qui est reprise. Alors, c'est pas moins d'une quinzaine, voire une vingtaine de circulaires à compiler. Globalement, le travail a été fait.
il y a, et on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, il y a quelques incohérences, quelques petites choses qui sont un peu contestables, et même il y a des occasions manquées. Par exemple, pour accrocher avec nos sujets de prévoyance santé, la plupart des régimes de frais de santé, je parle sous votre contrôle Damien, sont structurés avec une base responsable et une surcomplémentaire, soit responsable, soit non responsable. On avait des positions antérieures de l'administration qui étaient bien pratiques et qui venaient nous confirmer qu'à partir du moment où on avait bien deux dispositifs isolés avec des contrats distincts, eh bien, la surcomplémentaire non responsable ne venait pas polluer le caractère responsable et donc l'exonération attachée à la base. Cette position qui avait quand même le mérite de poser clairement les choses n'est pas reprise dans le BOSS. Alors, je pense que c'est un oubli, mais c'est quand même dommage qu'on n'ait pas profité de cette refonte pour bien réexposer clairement cette mesure finalement qui permettait de sécuriser la structuration des régimes en frais de santé. Le BOSS, de toute façon, Nelly, est amené à évoluer au fil de l'eau également. Ça ne sera pas un texte figé. Tout à fait. Donc, parfaite transition puisque le BOSS est amené à évoluer et en particulier la fiche PSC. La fiche PSC, c'est très drôle parce qu'elle a mis un an à apparaître. Hein. Le BOSS est entré en vigueur au 1er avril 2021 et au tout début, on avait un mot d'attente sur le site internet. On voyait fiche PSC apparaître prochainement. Alors, plusieurs fois, on a interrogé nos interlocuteurs pour leur dire mais c'est quand prochainement? C'est un an plus tard. Et un an plus tard, ils ont fait cette chose originale qu'ils n'avaient pas fait pour les autres fiches. En fait, ils ont publié le 30 mars 2022 la fiche PSC en disant qu'elle était en consultation publique. Et donc, jusqu'au 15 mai 2022, on a la possibilité de formuler des observations. Donc, c'est un peu un aveu et de dire on sait qu'on a publié une fiche qui probablement va générer des questions. On va identifier peut-être des incohérences, des manquements, etc. Donc, on a jusqu'au 15 mai pour faire remonter ces questions à l'administration. Et ce n'est qu'au 1er juillet 2022 que cette fiche est supposée véritablement entrer en vigueur. Alors, c'est un peu la minute ou la seconde juridique. Je vous invite quand même, on a ce vocabulaire qui est très typé normes légales, réglementaires. On parle d'entrée en vigueur du BOSS. Il ne faut pas oublier que le BOSS, ça reste une position d'administration. Donc, c'est bien pratique parce que c'est opposable à l'URSSAF, mais ça n'est pas juridiquement opposable aux entreprises, en revanche. C'est-à-dire, et nous, on l'a constaté sur certains points, s'il y a des écarts avec la loi ou avec la réglementation, on n'est pas tenu nécessairement de se mettre en conformité, surtout si on n'y a pas intérêt. Donc, il faut quand même faire la part des choses et à conserver cet esprit critique sur certains passages de la doctrine qui parfois viennent ajouter des conditions à la loi, viennent ajouter des conditions à la réglementation qui n'y figurent pas forcément. Ok, merci Nelly sur cette partie BOSS. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'avoir un panorama jurisprudentiel et conventionnel, parce que là aussi l'actualité est assez riche. Sur la jurisprudence, un des points principaux des évolutions, c'est une décision attendue de longue date de la Cour de cassation sur la notion de 1,50% tranchard, donc une notion en fait qui était aussi actée dans la convention collective des cadres de 47 lors de la création de l'AGIR. Pour les raisons évoquées par Nelly tout à l'heure, suite à cette fusion, qui avait été néanmoins reprise dans un accord national interprofessionnel qui confirmait cette notion de 1,50 de cotisation majoritairement affectée à des risques de prévoyance. Et dans la pratique de marché, notamment parce que le coût prévoyance aujourd'hui est nettement inférieur au coût prévoyance il y a 50 ans, se posait souvent, ou on pouvait constater souvent des régimes de prévoyance, y compris pour les cadres, dont la cotisation tranchée n'était pas égale à 50% du salaire, mais par exemple 1%, 1,10%. Et donc se posait la question du respect des obligations conventionnelles par l'employeur. Donc, il y a eu plusieurs cas qui sont remontés et un cas qui est allé jusqu'à la Cour de cassation et qui permet de clarifier, j'allais dire, enfin les choses, tout en laissant un certain nombre de questions en suspens. Tout à fait. Alors, cette jurisprudence, pour l'anecdote, je pense que tout le monde pourra s'en souvenir parce qu'elle paraît à un moment bien spécifique. En fait, c'est une jurisprudence soprasteria
et je pense que Soprasteria, ça parle à tout le monde, c'est les instituts de sondage dont on entend parler en ce moment absolument tout le temps. Donc, jurisprudence Soprasteria qui, effectivement, pour la première fois, permet à la Cour de cassation de donner sa position sur la façon dont on apprécie l'atteinte du seuil de ces fameux 1,50 tranchats. Le 1,50 tranchats était supposé permettre de couvrir des avantages de prévoyance, mais sans que la convention, la système de 47 historique, ne définisse ce qu'étaient ces avantages de prévoyance. Tout le monde avait à l'esprit qu'on parlait peut-être plutôt de la prévoyance lourde, incapacité, invalidité, décès, mais il n'empêche que ce n'étaient pas les termes de la CCM de 46 qui visaient la prévoyance au sens large, et donc qui posaient la question de savoir si dans la prévoyance, il n'y a pas également la possibilité de prendre en charge les frais de santé et de les prendre en compte pour l'atteinte du seuil de 1,50. Donc on a eu chez Soprasteria un débat assez houleux avec les syndicats sur la pratique de l'entreprise, puisque l'entreprise, elle avait une cotisation, l'effort de financement patronal global était de 2,8% de la tranche A. Et ces 2,8% étaient atteints comment? Il y avait 1% dédié à la prévoyance lourde et il y avait 1,8% sur les frais de santé. Et donc, le constat des syndicats, c'était de dire, non, vous n'êtes pas au niveau, puisqu'il faudrait qu'il y ait 1,50 au total, au minimum, rien que sur la prévoyance lourde. Et là, on n'y est pas, et on ne peut pas prendre en compte les 1,8 qui étaient dédiés aux frais de santé. Donc, ce débat a été tranché de façon assez satisfaisante par la Cour de cassation, puisqu'on nous dit, finalement, bien sûr que oui, dans la prévoyance, on peut également prendre en compte le financement des garanties frais de santé, ce qui a davantage de sens de nos jours, puisque en réalité, pour faire là encore, Damien, je parle de temps de contrôle, mais pour financer correctement un régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès, il n'est pas forcément nécessaire pour l'employeur de cotiser jusqu'à 1,50 de la tranche A. Et on ne voit pas pourquoi, quand on voit la sinistralité aujourd'hui en matière de frais de santé et les dépenses qui sont effectuées par les assurés, c'est quand même assez judicieux, assez pertinent de les prendre en compte dans l'appréciation de cette obligation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises qui avaient comme ça, qui étaient peut-être légèrement en dessous du 1,50 tranchats, juste avec le régime de prévoyance lourde. Il y a au minimum 2 questions qui restent en suspens par rapport à cet arrêt de la Cour de cassation. La première, c'est celle de la notion d'affectation par priorité au décès. Parce qu'on a quand même, autrefois la CCM de 47 et maintenant l'ANI de 2017, qui nous disent que dans ces 1,50, il faut quand même une affectation prioritaire au décès. On sait que l'administration, par le passé, considérait que par priorité, ça signifiait au moins la moitié, donc au moins 0,76 en fait de ce pourcentage de la TA consacré au décès. Nous, on n'a pas toujours eu, enfin, on n'a pas d'ailleurs, y compris aujourd'hui, la même lecture, parce que par priorité, ça ne veut pas forcément dire majoritaire, ça veut simplement dire que c'est le plus important de tous. Et donc, prior, en latin, c'est le plus important. Donc, c'est de dire, finalement, ça pourrait être 0,40 pour le décès, et puis 0,30 pour autre chose, 0,25 pour autre chose. On a bien le décès qui est prioritaire dans la cotisation. Donc ça, la Cour de cassation n'y répond pas. Nous, on a notre avis sur le sujet qui, là, c'est une illustration du fait qu'on s'éloigne un petit peu sur le raisonnement juridique, en tout cas, de ce que dit l'administration, même si on sait que bon nombre d'entreprises, pour éviter tout débat, ont en général fixé une cotisation à au moins 0,76% de la TA sur le décès. Donc ça, c'est la première question. Côté Aventi et côté GREB, d'ailleurs, sur cette notion, Nelly, on est assez satisfait, même très satisfait de cette décision, parce que c'est une analyse qu'on pousse ensemble depuis quelques dizaines d'années, même si Aventi est un peu plus jeune en termes de création d'entreprise, mais et qui vient conforter effectivement les positions qu'on avait pu prendre. Donc c'est extrêmement important. Et ce que je disais effectivement tout à l'heure, c'est qu'il y a de nombreux régimes aujourd'hui qui coûtent moins que 1,50 tranchats sur la partie prévoyance. Alors qu'ils vont tendre sans doute à une augmentation du fait de l'absentéisme, mais en tout cas, le coût de la garantie d'essai est beaucoup moindre que ce qu'on avait pu avoir en 1947
bien évidemment. Les questions résiduelles qui sont posées peut-être, c'est on sait qu'en frais de santé, il y a des dispenses d'adhésion d'ordre public qui font qu'un collaborateur d'une entreprise peut éventuellement, à sa demande, ne pas cotiser au régime frais de santé. Comment ça peut s'organiser de fait? Est-ce qu'on va raisonner sur un 50 tranchats, y compris la santé, d'un point de vue collectif au sein de l'entreprise, ou est-ce qu'on est quand même obligé de raisonner collaborateur par collaborateur? Alors, c'est effectivement the question sensible qui n'a pas été tranchée par la Cour de cassation, tout simplement parce que la question ne lui a pas été posée, alors qu'elle aurait pu. Je pense que le débat l'aurait permis. Enfin, quand on voit bien l'arrêt de cour d'appel, les revendications des syndicats, c'est dommage que la question n'ait pas été. Enfin, c'est dommage et peut-être c'est plutôt opportun que ça n'ait pas été parce que ça va nous donner peut-être encore un peu de marge de manœuvre sur l'appréciation de cette question. Et je la reformule. C'est vrai que quand on dit on prend en compte les frais de santé, certes, mais pour les frais de santé, si jamais le salarié demande, comme vous le disiez, à être dispensé, bah de fait, si je reprends l'exemple, là, les 1,8 qui sont pris en charge pour les frais de santé, ils disparaissent et l'employeur ne se retrouve qu'à cotiser à hauteur de 1. Et concrètement, individuellement, pour le salarié qui aura été dispensé, on n'est pas du tout à 2,8, on est à 1 et donc on est en dessous des 1,50. Alors effectivement, la Cour de cassation ne répond pas à cette question. Il y a deux façons de voir la chose. Il y a une façon, on va dire, un peu prudente, ceinture bretelle, et de se dire, ah oui, oups, on passe au-dessus du seuil. Donc là, potentiellement, on est en zone de difficulté. Ce n'est pas forcément notre lecture à nous, puisqu'on considère que finalement, le salarié qui est dispensé, et en particulier s'il a recours aux dispenses d'ordre public, donc qui s'impose à l'employeur, si le salarié la demande. En plus, le salarié est supposé être informé des conséquences de son choix. Donc, nous, on aurait tendance à dire, finalement, c'est une décision du salarié. C'est un texte d'ordre public qui lui permet d'être dispensé. Ce n'est pas l'entreprise qui l'exclut, c'est le salarié qui choisit d'être dispensé. Et donc, à notre sens, il y aurait matière à justifier que l'entreprise, elle, sur le plan collectif, elle avait bien mis en œuvre un dispositif conformément au 1,50 tranchats, et que c'est l'effet d'une décision individuelle du salarié basée sur un texte d'ordre public qu'il a choisi d'activer, qui fait qu'on passe en dessous du seuil de 1,50, mais que ce n'est pas du fait de l'entreprise. Autant vous le dire tout de suite, c'est un sujet qui pourra faire l'objet d'un débat, juriste peut-être judiciaire, et on aura peut-être l'occasion de créer un autre événement pour en déduire toutes les conséquences. Mais à date, nous, on a plutôt cette analyse un peu dynamique de la chose, consistant à dire que ce n'est pas parce que le salarié est dispensé que ça remet forcément en cause l'analyse sur le 1,50. Merci. Les autres points de jurisprudence, peut-être, Christophe, il nous reste combien de temps? Alors là, on a dépassé de 7 minutes, donc on va surtout conclure. 7 minutes. Ouais. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des points de jurisprudence qui vous paraissent importants ou je termine, Élie, sur les aspects conventionnels? Alors, je peux peut-être dire un mot très rapide, parce que c'est des jurisprudences retraite, et peut-être que vous aurez, vous aussi, des choses à dire sur la retraite, donc ça permettra de faire le lien. La retraite supplémentaire, un point important, jurisprudence du 2 février 2022 sur la prescription. La prescription en matière de retraite, c'est vraiment un élément très sensible pour les entreprises, puisque en fait, on a une prescription qui, en réalité, fait que le risque peut être encouru par l'entreprise pendant très, très, très longtemps lorsqu'il y a eu un problème en termes d'affiliation à la retraite ou de cotisation à la retraite. Vous savez que la prescription de droit commun, elle est de 5 ans, mais en réalité, ce n'est pas tellement la durée de la prescription, c'est le point de départ de la prescription qui pose une difficulté. Et en matière de retraite, ça a été reconfirmé là par la jurisprudence. Le point de départ, c'est le moment où le salarié liquide ses droits. Donc, ça veut dire qu'une entreprise qui aurait mal fait quelque chose, comme dans le cas d'espèces dans les années 90, eh bien, 30 ans plus tard, si la personne liquide ses droits en 2012, eh bien, l'entreprise peut encore être attaquée et elle ne peut pas faire jouer la prescription. Et en matière de prescription, on avait un fameux délai butoir, c'est là tout l'intérêt de cette jurisprudence, un fameux délai butoir de 20 ans qui permettait d'éviter ce report
en matière de prescription jusqu'au moment où le salarié a connaissance de la situation qui lui porte préjudice, eh bien même ce délai butoir ne peut pas être opposé par l'employeur. En fait, le point de départ, c'est la liquidation des droits à retraite. Et à compter de la liquidation des droits à retraite, alors le salarié a 5 ans, mais ça fait qu'on peut avoir des risques sur le très 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 long terme. Donc voilà, vigilance sur les sujets de retraite. Et pour illustrer, excusez-moi Nelly, pour illustrer vos propos de façon concrète, ça veut dire qu'une entreprise qui aurait fermé un régime de retraite supplémentaire il y a quelques années sans passer par la forme officielle d'information, consultation du CSE et information individuelle des assurés potentiels, pourrait se voir quelques années après réclamer une prestation de retraite supplémentaire liée à ce défaut d'information. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est exact, c'est un exemple extrêmement concret et effectivement, c'est le cas. Et je peux vous donner également un autre exemple, même pour une entreprise qui n'aurait pas spécialement mis en place un régime de retraite supplémentaire, mais qui, par exemple, aurait oublié, ça nous on l'a eu par le passé, qui aurait oublié d'affilier des 4 bis ou de les faire cotiser à l'Agir qu'autrefois. Aujourd'hui, la question pourrait très bien se poser pour des salariés article 2.2, des salariés article 2.2 qui n'auraient pas été, auxquels on n'aurait pas bien fait cotiser à l'Agir Carco comme des salariés de 2 parce que l'employeur n'aurait pas identifié leur statut d'assimilé cadre, eh bien, 10, 20, 30, 40 ans plus tard, l'employeur peut se voir finalement condamné pour le défaut de point de retraite non acquis par le salarié. Donc, jurisprudence effectivement assez significative. Cette jurisprudence, je pense qu'on va pour le coup passer dessus voilà, mais elle sera dans le support. Je vous laisse la main, Damien, pour conclure. Oui, on verra avec Christophe, ça sera l'occasion d'organiser un second webinaire sur le sujet, mais il y a une actualité riche, vous en avez sans doute entendu parler aussi sur les évolutions de conventions collectives. On parle notamment de 2 conventions collectives, la métallurgie et le transport. Pourquoi? Parce que la métallurgie, notamment, c'est quasiment 2 millions de salariés en France pour 40 000 entreprises. Et c'est la première fois qu'au niveau de la métallurgie, au niveau national, il y a un accord de branche qui se met en place sur des minima de garantie prévoyance des frais de santé à appliquer, alors pas dès le 1er janvier 2023, mais a priori 1er janvier 2024, c'est ça Nelly? Tout à fait. En fait, vous avez une entrée en vigueur de principe au 1er janvier 2024 et il y a certaines exceptions, dont la protection sociale qui, par principe, elle, entrerait en vigueur au 1er janvier 2023. Voilà, donc dans le support qui sera sans doute disponible, il y aura un peu plus de détails. On n'a pas le temps aujourd'hui de rentrer dans ces éléments de détail, mais c'est effectivement important. Alors, de nombreuses entreprises quand même de ce secteur métallurgie, pour les cadres, mais aussi pour les non-cadres, avaient mis en place des régimes de prévoyance et santé par définition, puisque c'est une obligation maintenant depuis quelques années. Donc là, il s'agit essentiellement de vérifier la bonne compliance du niveau des garanties mis en place par rapport aux nouvelles obligations conventionnelles et à la création de nouveaux risques sur cette branche, par exemple l'indemnisation de l'arrêt de travail après la partie maintien de salaire par l'employeur. Donc, on reviendra avec grand plaisir, Christophe, à l'occasion d'un autre webinaire. Peut-être ce que ça fait ressortir toute cette présentation, c'est face à une matière qui reste éminemment technique. Notre rôle, c'est surtout d'accompagner le besoin de pédagogie et de vulgarisation pour valoriser au mieux les moyens déployés par les entreprises, qui soient bien conformes à la stratégie globale de l'entreprise, à ses cycles économiques, et que ça permette d'appuyer la marque employeur. C'est aussi nécessaire de maîtriser cette matière. Alors, elle ne peut pas l'être par tout le monde parce que elle est trop spécifique. Aujourd'hui, il faudrait dormir avec le boss sur sa table de nuit pour pouvoir s'en imprégner tous les soirs. Mais c'est important de résister, mais d'innover face à une pression de coût aussi que j'ai pu exprimer tout à l'heure avec un peu de retard.
de coûts de protection sociale, en fait, qui augmentent aussi par rapport au vieillissement, par rapport à la consommation médicale, par rapport à la santé. On a évoqué plusieurs choses. Et donc, il faut pouvoir aussi vous accompagner les entreprises et les collaborateurs dans une période où, de notre côté, on est convaincu et on le ressent en tout cas dans les échanges qu'on a avec les employeurs. Il y a ce besoin de valorisation, ce besoin de pédagogie. Ça redevient un sujet prioritaire pour optimiser les budgets et faire en sorte qu'ils aient le meilleur ROI possible par rapport à la politique sociale du directeur des ressources humaines. Eh ben, merci à vous deux. Effectivement, on se retrouvera prochainement pour un nouveau webinaire autour de ces sujets. Ce webinaire, vous allez le retrouver en début de semaine sur MyRHline en replay. Merci Nelly. Merci à tous. Merci Nelly. Merci Christophe, merci Damien. Merci Damien. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.